Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du bat, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, un podcast qui est soutenu par Craft, l'appli de suivi de chantier qui a déjà remplacé WhatsApp sur plus de 230 000 chantiers en Europe. Aujourd'hui, c'est un épisode qui se déroule au siège de la FFB à Paris avec monsieur Olivier Saleron, président de la FFB. Bonjour Olivier. Bonjour. Très enchanté de pouvoir enregistrer avec vous en cette fin d'après-midi, matin pour ceux qui nous écoutent. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais on va parler surtout d'innovation et sa place dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Avant de parler de tout ça, on va mettre un peu de contexte. J'aimerais bien savoir qui êtes-vous, votre parcours et comment vous êtes arrivé vous aussi dans le BTP. Écoutez, je suis alors originaire du Périgord, hein, département de la Dordogne. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs du bâtiment ou d'ouvriers du bâtiment. Pendant des décennies, mes ancêtres ont été plâtriers peintres. Et puis mon père a été un peu l'exception ou l'originalité, ça lui conviendrait bien d'ailleurs. Et il a choisi le métier plus technique de plombier chauffagiste, dont exerçait un de ses deux grands-pères, voilà. Et il a choisi le deuxième parce que voilà le métier technique. Donc j'ai baigné dans cet univers du bâtiment, mais aussi de l'artisanat, parce que mon père était ouvrier d'abord, bien sûr, et puis je crois que c'était vers l'âge de 6 ans, il a dit ben, je vais créer ma boîte tout seul. Donc il a créé sa boîte tout seul en 1973. Donc j'avais 6 ans exactement. Et puis ben, voilà, j'ai parcouru avec lui tous les soirs quand il venait nous chercher, ou tous les matins quand il nous amenait, et puis le week-end aussi, parce que voilà, un artisan est toujours, je veux dire à Exactement. l'époque, mais toujours, hein, travaille quasiment 6 jours pratiquement sur 7. Donc voilà, donc de fil en aiguille, eh bien, j'ai fait un peu mon original. J'ai dit, bon, moi, je vais peut-être pas aller tout de suite dans la plomberie. Donc j'ai fait des études d'informatique et de marketing. Ok. J'ai été, enseignant, je donnais des cours d'informatique dans 2 écoles privées à l'époque, ISEG qui existe toujours et ESIG qui, je crois, n'existe plus, à Bordeaux, et avec quelques passages à Paris. Et puis un jour, un beau jour, voilà, l'informatique n'était absolument pas présente dans l'entreprise familiale, qui était à l'époque, voilà, gérée manuellement, De et manière de traditionnelle. manière traditionnelle. Donc je suis arrivé, fin, 1993, donc ça fait déjà 32 ans, hein, voilà. Mhm. Classiquement, pour informatiser au départ, hein, voilà, il n'y avait pas Exactement. d'ordinateur parce que c'était mon job, et puis aussi ce métier de chef d'entreprise, vous voyez? C'est différent, mais ce métier de chef d'entreprise déjà, ça me plaisait. Donc de pouvoir gérer, de pouvoir, animer une équipe, mais aussi beaucoup échanger, travailler en équipe. Je résume un petit peu tout ça, mais c'est le bâtiment, ça, voilà. Mhm. C'est tout à fait ça, d'ailleurs, ce qui m'a servi et qui m'a suivi, avec joie toute ma carrière. Voilà, 8 ans après, je rachetais 100% de la boîte d'installation, et voilà. Et là, 20 ans après, eh bien, je suis toujours à la tête de l'entreprise Saleron, donc à Périgueux, Mhm. hein. On a une quarantaine de personnes qui sont réparties dans 2 équipes, une sur l'installation, toujours bien sûr, la Ok. principale, et une autre sur la maintenance, le dépannage et l'entretien, qui est quelque chose, le service, Oui. hein, indispensable pour une boîte comme ça dans la technique. Et donc, ma carrière professionnelle est là encore aujourd'hui. Sauf que, bien sûr, on va peut-être en parler un petit peu. Mhm. Bien Je sûr. me doute Exactement. ce syndicat patronal, voilà, cette organisation patronale. Eh bien, quand j'ai été élu au national, il fallait non seulement que je sois aidé, secondé, mais j'ai décidé, avec mon directeur, qu'il soit associé de l'entreprise. Et D'accord. Ouais. aujourd'hui, il est associé de mon entreprise avec une grande joie et un grand plaisir.
Donc au final, un parcours pas si linéaire, vers le bâtiment. On aurait pu croire qu'avec l'ancrage familial, ça soit directement le choix, mais c'est assez étonnant puisque vous citez une école dans laquelle vous avez été, heu, prof et moi j'ai fait cette école du coup, une école de commerce, Ah ben c'est vrai. qui est l'ISEG et qui Ah est beh, là où vous avez, enseigné. Très intéressant de voir que du coup, on se retrouve entre presque 2 anciens à parler bâtiment maintenant quelques années, suivantes voilà. et mais vous avez quand même gardé ce lien du coup avec à la fois, bah, là on est à Paris, on est au siège de la FFB nationale, mais vous avez gardé ce lien avec le territoire et aussi avec l'entreprise familiale que vous avez depuis repris et bah, continué de déployer dans tout ce que le bâtiment peut offrir actuellement. Aujourd'hui, on va parler quand même un peu de situation. Vous la jugez comment la situation du bâtiment et des travaux publics actuellement, compte tenu de ce que vous avez pu connaître et puis, de faire un pas aussi vers l'innovation qui va être aussi le fil rouge de cet Bien sûr. échange? On a, j'allais dire, on a beaucoup, souffert, mais économiquement, oui, des crises successives. Mais jusqu'à présent, après covid, parce que voilà, le commencement malheureusement, hein, depuis 5 ans, c'est le covid avec tout ce qui s'est passé derrière et toutes les crises, que ce soit les matériaux, que ce soit l'énergie, la guerre en Ukraine, qui a réentraîné, une nouvelle crise des matériaux. Donc une nouvelle crise, ça veut dire augmentation, hein, on a vu, hein, Oui. des augmentations faramineuses, exponentielles, donc c'était un truc terrible. Voilà, qui a aussi le coût de l'énergie après la guerre en Ukraine a aussi été encore modifié. Enfin, on a vécu quand même beaucoup de choses. Les taux d'intérêt qui sont passés de 0,8 à 4 et quelques, plus l'inflation, plus toutes ces choses-là, plus toutes les normes dans le bâtiment, il faut le dire, parce qu'elles étaient bien dessinées. On savait quand est-ce qu'elles allaient arriver, hein, donc on avait aussi, contribué aussi à les mettre en place. Mais, dans ce contexte, j'allais dire, très compliqué au niveau économique, mondial et franco-français, oui, on a vécu des crises, à répétition depuis 5 ans. Donc malheureusement, à un moment donné, il faut bien que ça tombe. Mmh mh. Et si, des décisions gouvernementales, ne sont pas appropriées, hein, eh bien, on tombe. Et c'est ce qui s'est passé, l'année dernière, en 2024, où, on fait quand même, 5,5 de moins de volume. Alors là, je parle France entière, c'est 5,5 de volume, c'est quand même, pratiquement 13 14 milliards d'euros, hein. Pas Et négligeable, c'est pas quoi. une paille. Ce qui veut dire quoi? 14 milliards d'euros, malheureusement, c'est 14 000 entreprises, qui, mettent un genou à terre ou carrément les 2 genoux en liquidation, et de toutes sortes, hein, des petits, des moyens, et des plus grosses. Donc voilà, on voit bien le drame qui est dû à la chute, vous le savez, du logement neuf, hein, Mmh mh. que l'on subit, depuis 2 ans, aujourd'hui. Et puis malheureusement, on a perdu 30 000 salariés, dans le bâtiment, l'an dernier, alors que c'est vraiment dommage. Après covid, on en avait employé, 120 000 de plus parce qu'il y avait de l'activité, parce qu'il y avait, voilà, quelques décisions aussi, plus positives pour nous à l'époque. Eh bien voilà, depuis 2 ans, on est sur la pente descendante et on y est encore, en 2025 malheureusement. Alors, allez, il faut dire quand même quelque chose de positif. Je ne vais pas, être pessimiste moi en tant que président de la FFB, sinon tout le monde va se mettre à pleurer, va dire: «Oh là, ça y est, on est tous en très, très grande difficulté». Non, parce que, allez, grâce à un gouvernement, aujourd'hui qui est, beaucoup plus expérimenté avec des personnes qui vivent le terrain, qui savent Mmh. aussi la détresse de nos concitoyens pour trouver, un logement, hein, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on veuille agrandir sa famille, qu'on arrive à la retraite ou ailleurs, ou qu'on veuille acheter son premier logement, eh bien, c'est très, très compliqué. Donc, écoutez, je le dis quand c'est bien, il faut le dire, hein. Il faut pas faire la grimace, il faut pas faire la moue. Oui, les mesures qu'on a obtenues pour ce secteur du bâtiment et du logement, en particulier début 2025, devraient s'il n'y a pas un problème, géopolitique international ou autre, bien sûr, maintenant on met des pincettes, par Bien rapport à sûr. ce qu'on a connu et depuis ces quelques semaines aussi, eh bien nous faire retrouver, allez, une courbe plus ascendante à partir de fin d'année et surtout début 2026, avec des mesures vraiment plus appropriées à notre secteur du logement pour lui donner un coup de boost, à la fois pour le bâtiment neuf, mais aussi et enfin ce qu'il faudrait, la Pour la rénovation rénovation, bien énergétique, sûr. parce que ça c'est parce que voilà, on parlait d'innovation, mais le bâtiment neuf en France, c'est l'innovation, on dira pourquoi tout à l'heure, mais aussi la rénovation énergétique, c'est l'innovation parce que on sait,
isoler, on sait, rénover avec des matériaux, biosourcés, avec de nouvelles techniques et ça, il faut le dire parce qu'on nous voit un Mmh. peu d'une façon un peu conservatiste, un peu poussiéreuse, hein, C'est ça, les métiers du bâtiment. Alors que quand on y est, eh bien, on voit que que ça bouge. du stagiaire à l'apprenti, à l'ouvrier, l'ouvrier qualifié, le technicien, le chargé d'affaires et l'ingénieur, waouh, c'est des métiers merveilleux. Exactement. Surtout, bah, moi aussi pour continuer dans cette note positive, pour, continuer à montrer que, bah, malgré la crise, moi je trouve en côtoyant l'intégralité aussi du secteur comme vous pouvez le faire, vous au national et en région, que par le biais d'acteurs qui bougent, qui innovent, qui tentent des choses, on voit que le BTP ne reste pas, figé sur cette position de: «Ah on subit la crise». Non, non, il essaye de bouger, ce qui fait qu'il y a quand même une place donnée à l'innovation, qu'elle soit digitale, qu'elle soit dans les matériaux, qu'elle soit aussi avec l'intelligence artificielle, qu'on voit aussi démarrer une grosse activité sur le bâtiment et les travaux publics. On a une place de l'innovation qui est de plus en plus conséquente pour se sortir aussi de ces situations. C'est quoi la place aujourd'hui de l'innovation dans les entreprises du bâtiment? Vous avez commencé par informatiser. Qu'est-ce que vous voyez maintenant au cœur du secteur? Mais, l'innovation, alors c'est un mot un peu fourre-tout, mais c'est un mot qui est présent, depuis des siècles, dans le bâtiment, hein. Quand il a fallu, construire les premières maisons, mais ensuite, voilà, on a des exemples tout frais aujourd'hui, quand il a fallu rénover, Notre-Dame, par exemple, ou des bâtiments, aujourd'hui d'ailleurs on découvre énormément de choses, mais même si on peut même revenir, aujourd'hui, bien en arrière avec les pyramides, la construction des pyramides, que ce soit en Égypte, mais que ce soit aussi de l'autre côté de l'océan, au Mexique, et partout dans le monde, on est en train de découvrir des choses parce qu'on les voit, hein, on les voit justement par des innovations. On voit un peu l'intérieur et avec toutes les choses techniques nouvelles, comment elles ont pu être construites et ce qu'on n'a pas vu et ce qui existe aujourd'hui. Bon, ben, je veux dire, l'innovation, depuis des décennies, des siècles, c'est dans le bâtiment. Alors c'est vrai que, l'innovation aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, ben oui, c'est, le numérique. Beh, on a inventé, l'ordinateur, la puce, on gagne de la puissance, encore, peut-être encore plus. On multiplie la puissance tous les ans, hein, c'est à l'époque quand j'enseignais l'informatique, c'est ce que je racontais à mes élèves et ce qui était vrai et donc tout ça a donné, des outils, qui ont été développés par des petites structures, des startups, voilà, qu'aujourd'hui utilisent, non seulement les petites entreprises, bien sûr les plus grosses qui ont créé, eux, des services totalement, là-dessus. Alors, le numérique, maintenant l'intelligence artificielle, tout ce qu'il peut y avoir pour aider à la décision, aider à gagner du temps. Donc on parle aujourd'hui de la nouvelle organisation des chantiers. Bon, au Japon, il y a des dizaines d'années, ils l'ont appelé, Lean chez Toyota, mais aujourd'hui, Exactement. on voit très bien que le Lean, en fait, c'est la gestion, j'allais dire, rationnelle d'un chantier avec, une imbrication totale et une implication totale de toutes les entreprises, donc de tous les acteurs, hein, je le disais tout à l'heure, du stagiaire jusqu'à l'ingénieur, sur un même chantier, pour, enchaîner les tâches, mais surtout ne pas perdre de temps, ne pas perdre de la matière, puisque, quand un chantier est bien organisé, eh bien la synthèse permet d'économiser, aussi des matériaux parce qu'il n'y a pas de gaspillage. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est aussi quelque chose qui se répand beaucoup, pas seulement dans les grandes entreprises, mais un petit peu partout sur le territoire, tant mieux. Moi, quand j'étais président, avec notre équipe, avec mon équipe, de l'époque, en Nouvelle-Aquitaine, donc c'était en 2017 déjà, eh bien on avait monté des expérimentations de Lean. Donc vous voyez, c'est déjà 8 ans, donc Mmh. il faut y aller. Mais aussi évidemment, c'est des recherches innovantes sur les matériaux, hein. On n'installe plus les mêmes choses qu'il y a même 10 ans, même il y a 20 ans. Ce fut un travail très important pour nous sur la RE 2020 qui, quand elle est sortie, ne nous convenait pas trop parce qu'au dernier moment, le ministère de l'époque avait changé quand même des facteurs importants. Mais ce qui est important de dire, c'est que nous l'avons retravaillé et en 6 mois, avec, la ministre du Logement, de l'époque, eh bien, nous avons remis une RE 2020, beaucoup plus en mixité avec l'ensemble des matériaux. Mais in fine, l'innovation, elle est là. Parce que, il faut le dire, et ça s'est d'ailleurs dit par l'UNESCO il y a quelques jours, le modèle français est le plus performant au monde puisque, au niveau de la construction neuve, que ce soit la maison individuelle ou des logements, eh bien la fameuse RE 2020, c'est la norme obligatoire
la plus forte. Je ne dis pas contraignante, bien sûr c'est contraignant, mais Mmh. la plus forte au monde, ce qui veut dire que on construit en France d'une façon obligatoire la plus vertueuse écologiquement et environnementale. Et ça, il faut le savoir. Il faut que, voilà, peut-être nos auditeurs, ils sont sur leur chantier, et cetera. Ils disent: «Ouais, voilà». Mais ça sert à ça, oui. Quand on construit, quand on rénove, en France, on est leaders mondiaux. Alors ils savent faire aussi, hein, comme nous et quelquefois, peut-être par-ci par-là, un peu mieux, ce qui est possible. Mais aujourd'hui, ces normes-là, c'est les champions au niveau, de l'obligation. Ce qui veut dire quand même qu'en quelques années, et c'est là que je loue l'expertise et franchement, l'agilité, l'intelligence de nos salariés, Mmh. des chefs d'entreprise, mais surtout, des techniciens et des ouvriers, Sur les sur le chantiers. chantier, Mmh. c'est qu'ils savent faire. Vous savez, moi, quand je vais dans les ministères, on m'a dit: «Oh, la RE 2020, oh là 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 là, ça va être compliqué pour les gars du bâtiment et les filles». Bon, Bien tant sûr. mieux, il y en a de plus en plus de filles et il faut qu'il y en ait de plus en plus. Mais moi, je l'ai regardé, mais je disais: Venez sur le chantier, vous venez foutez voir. de ma figure ou quoi? Vous croyez que les gonzes, ils sont pas plus intelligents que si. Et si ça veut faire du 3 millimètres, ils savent faire du 5. Si ça veut installer ceci, ça veut cela. Moi, les miens, ils ont fait pendant des décennies de la chaudière fuel, suivi de la chaudière gaz, suivi de la chaudière HTE, de la chaudière à ceci, cela, à condensation. Ben, aujourd'hui, ils lèvent tous le doigt pour faire et apprendre pas en quelques heures, en quelques jours, et aussi en interne aussi, à installer une pompe à chaleur, un climatiseur, et puis maintenant tout le monde veut faire du solaire, et cetera. Donc l'innovation, Elle est moi je au la ressens cœur. beaucoup dans mon métier parce que au niveau technique, évidemment, génie climatique, plombier chauffagiste et climatisation, il y a beaucoup de choses, mais sur tous les corps d'État, c'est la même chose et on est capable de le faire parce qu'on est agile et intellectuellement, on est largement capable d'adapter d'ailleurs tous ces règlements à partir du moment où ils ne sont pas changés tous les ans ou tous les 2 ans. Exactement. On a aussi l'impression, enfin, en tout cas, c'est mon impression depuis que je côtoie ce secteur, que bon, on a cette idée reçue du bâtiment qui ne bouge pas, qui est vraiment à chasser de toutes les idées. On le répétera jamais assez, je pense, mais c'est important de le dire. On a l'impression aussi que le secteur du bâtiment est un laboratoire d'innovation quand même, parce qu'on pousse via des normes certains sujets qui poussent à la réflexion, à l'innovation, à la réutilisation de certains matériaux. Je pense que la partie réemploi dans le bâtiment, je pense qu'il y a énormément de secteurs qui pourraient s'inspirer aussi, énormément de personnes qui pourraient regarder ce qui est fait sur le bâtiment, sur les chantiers. Et on ressent justement ce côté laboratoire, mais pas forcément bien transmis en termes d'idées, mais qui pousse à innover. Est-ce que c'est aussi ça que vous ressentez, que ces normes qu'on on voit apparaître au cours des années poussent à l'innovation sur le secteur, ou est-ce que c'est aussi une dynamique qui est insufflée du chantier et pas forcément que de la norme? Ben j'allais dire, j'aimerais dire, moite-moite, mais effectivement, c'est pas forcément vrai, hein, parce que oui, je parlais tout à l'heure de la RE 2020, ça nous a poussé. Ça nous a poussé à innover. Après, la technologie nous pousse aussi à l'appliquer et quelquefois donner notre avis à des industriels en disant: «C'est bien beau ce que vous recherchez là, vous nous avez sorti un nouveau matériau, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait l'utiliser ou le mettre en forme, hein, voilà, c'est plutôt comme ça». Et donc effectivement, ça booste toutes les entreprises, mais petites comme plus grandes et on le sait, justement à aller vers l'innovation. À côté de ça, il y a des gars du bâtiment, des filles du bâtiment qui se disent: «Mais moi j'ai une super idée là, pourquoi on ferait pas ça? Parce que sur le chantier, je vois que comme ça serait vachement mieux, comme ça irait plus vite, comme ça serait beaucoup plus environnemental et puis comme ça, j'ai envie de monter ma boîte, j'ai envie de monter ma start-up parce que, je sens une nouvelle organisation, mais je sens aussi un nouveau matériau à utiliser». Bah, écoutez, quand on regarde le nombre de startups dans le bâtiment qu'il y a pour d'aide à la décision, et là, c'est pas forcément pure production, hein, c'est Mmh. toute la gestion, mais c'est aussi, tout le tri des déchets, le recyclage des déchets, toutes ces choses-là. Je ne sais pas si on en parlera, mais la sécurité, c'est pas de l'intelligence artificielle de mettre une caméra et de détecter, oui, c'est peut-être ça, j'appelle plutôt ça aujourd'hui des algorithmes, hein, voilà, donc tout ça, toutes ces informations qui sont croisées aujourd'hui, cette aide à la décision, eh bien oui, alors il y a un côté normatif et effectivement des règlements qui sont peut-être pendus dans des étages, dans les ministères que l'on doit appliquer. C'est pas forcément les meilleurs parce qu'il faut que nous, on les retravaille. C'est ce que l'on fait à la Fédération du bâtiment, c'est qu'on essaie de travailler en amont parce que
Alors j'espère qu'ils ont compris maintenant au bout de plusieurs décennies, mais c'est vrai, j'espère. Parce que si c'est pondu comme ça dans un bureau au huitième étage du ministère du Logement ou de Bercy, ça marche pas. En tout cas, il y aura un bug. Voilà. Sauf s'il y a les travaux en même temps dans Ouais, cet étage-là. Et là, on le voilà, voit sur le concret, mais exactement. Mais il faut que ce soit les professionnels qui prennent tout ça en main. On le voit certaines fois aujourd'hui. On a un exemple criant d'ailleurs sur lequel nous, notre, comment dirais-je, notre patience a eu ses limites. C'est sur la REP, c'est-à-dire la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire que on veut bien payer pour que l'on traite nos déchets, mais on veut que nos déchets soient traités. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, vous voyez, et ça a Mmh. été pensé, infusé dans certains ministères. Et malgré le fait qu'on avait donné nos idées, aujourd'hui, elle n'est pas appliquée telle qu'on voudrait le faire. Bon, mais quand on veut appliquer quelque chose qui n'a pas été, qui ne marche pas et qui n'est pas, je vais dire, utilisé ou entretenu ou co-construit avec les gens du bâtiment, les gens du terrain, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas 1 600 000 salariés et actifs, ben on se plante. Donc moi, tous les jours, c'est ce que je dis. Il faut Mmh. co-construire toutes ces choses-là. Mais oui, on est en plein et l'industrie l'a fait, avant nous parce que peut-être que d'avoir, un hangar industriel avec, je veux dire sa production à l'intérieur, c'est peut-être plus facile de numériser, de faire on parle, voilà, le numérique, le fameux BIM, le Mmh. fameux BIM, c'est la construction, digitale. Ça aussi, c'est une innovation, aujourd'hui qui a une quinzaine d'années déjà, hein, facilement. Moi, je sais qu'il y a une dizaine d'années, eh bien, voilà, désolé, mon exemple précis, les expérimentations, en Nouvelle-Aquitaine avaient été faites sur plusieurs chantiers, déjà. Et aujourd'hui, on voit que les grandes sociétés, oui, les PME, oui, les moyennes sociétés, ben oui, elles y vont aussi parce qu'elles voient leur intérêt et les plus petites, de plus en plus. Alors, je vous dis pas que l'artisan seul, même s'il sait parfaitement utiliser les applications de son smartphone et pour lui, c'est un jeu d'enfant, d'aller consulter des plans ou même de modifier des plans, sur son écran, hein, ça c'est possible et c'est ce qui va arriver et je y crois beaucoup moi avec les nouvelles générations. Moi, à mon âge, je suis sur la fin, mais vous voyez, l'école où j'étais, c'était informatique et de gestion, voilà. J'ai enseigné l'informatique, effectivement, c'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, mais déjà le numérique était très présent. La génération qui arrive derrière moi, c'est-à-dire vous, les trentenaires, vous avez déjà ça, dans la tête et vous êtes nés quasiment avec. Donc, vous direz: «Mais attendez, moi je j'utilise plus le papier, j'utilise plus le plan, mais mes commandes, je les fais plus, allô Jean-Patrick, tu où? Voilà, je te commande, 12 Mmh. colliers de 12». Non, c'est terminé ça. Aujourd'hui, tout se fera par application et déjà tout se fait par application. Dans mon entreprise qui est une petite entreprise, une petite PME, eh bien aujourd'hui, tous mes gars, ils ont une application, ils renseignent leurs heures sur l'application, ils regardent leur chantier sur l'application, ils regardent ce qu'il y a à faire aussi sur l'application, ils regardent même les plans. Alors vous allez me dire: «C'est pas le pied», mais d'accord, Mmh mh. sur leur smartphone ou sur leur tablette, sur une application, mais en tout cas, ils ont l'information Ouais. tout de suite. Ils ont l'information tout de suite et puis aujourd'hui, ben voilà, on communique, beaucoup plus vite. Je vous dis, ma génération, on s'y est mis, voilà. La génération d'avant, ben ça y est, ils partent où ils sont partis. Ceux qui arrivent, beh, très bien, les 30-40, ça va être super. Mais alors ceux qui vont arriver après, ceux-là, ils seront, j'allais dire, ça sera même plus l'innovation, le Oui, numérique pour c'est eux, hein. on sera sur Ça de sera la on sera autre normalité. chose, on sera sur autre chose, mais il y a aussi une réalité qui est que on est sur un secteur qui est, bah, à la fois, bâtir, qui est, factuel, qui peut pas tout se digitaliser. On va pas faire, des bâtiments de manière digitale. Donc, il y a quand même cette notion qui Peut-être est dans 100 hyper ans. importante de garder cette innovation, pas seulement dans le digital, mais aussi dans les matériaux, comme on l'a évoqué. Il y a des nouveaux bétons, il y a des nouveaux ciments, il y a aussi des nouvelles méthodes de construction. On parle beaucoup de construction hors site, ça c'est de l'innovation, des choses Bien qui se sûr. font à l'étranger, qui se font beaucoup en France maintenant. Ça aussi, c'est l'innovation dans le bâtiment. L'innovation n'est pas que digitale. Non, c'est sûr, vous avez raison, mais le hors-site, c'est pas l'innovation, hein, les maisons mi-kit, alors je sais peut-être une Mmh. marque, désolé, Ouais. mais les maisons en kit, il y a 30 ans, 40 ans, on en faisait, hein. Sur les Donc, gros ouvrages, en tout cas, on en faisait beaucoup moins. beaucoup moins et aujourd'hui, on pourrait en faire, on est prêt. Nous, on est prêt et la fédération, bosse là-dessus aussi et on en a souvent dit: «Oui, oui, mais c'est» non, on est pour ça, on est pour beaucoup plus de mixité et pourquoi? Parce que ça sert. Quand on veut construire un bâtiment, en centre-ville, pour densifier eh bien, le hors-site et la préfabrication eh bien, logiquement, beh, ça fait moins de bruit sur moins longtemps, hein et en revanche, c'est pas moins cher.
Et Mmh. ça, ceux qui croyaient que parce que ça serait industrialisé, eh bien, ça serait moins cher, eh bien non, avec les normes qu'on a aujourd'hui, si on fait de la qualité, mais on fait aussi de la qualité dans les référentiels et dans les normes, eh bien, ça coûte pas moins cher. Et c'est là que beaucoup se sont plantés en disant, c'est l'alpha et l'oméga. Il y a beaucoup d'hommes politiques hein, qui avaient ça dans son truc. Mais oui, mais arrêtez, il faut tout faire hors site, il faut tout faire en préfa. Et oui, mais avec les normes actuelles, c'est pas moins cher. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de boîtes qui faisaient que ça n'ont pas résisté à la crise. On peut pas mettre tout, dans une seule direction d'innovation Et actuellement alors dans le ça, bâtiment. évidemment. Mmh. Et ça, c'est une chose, voilà. Et sur tous les sujets de l'innovation que vous dites, oui, c'est pas que numérique. Mais je me reprends tout à l'heure quand j'ai dit là, il y a dans 100 ans la maison faite toute seule. Non, dans 10 ans. Parce que déjà, on sait les imprimantes 3D, mais maintenant c'est ridicule de dire une imprimante 3D. Oui. Bientôt, on dira non, mais là, il y a Un concepteur 3D, voilà, il y a ouais, un concept, un lab, ouais. tout ce que vous voulez, qui va vous faire une maison et il y aura tout à l'intérieur, Mmh mh. peinture comprise. On l'a vu, ça se fait à des petites échelles. Aujourd'hui, c'est une question de moyens. On pourra, évidemment, après c'est un choix architectural, après c'est un choix normatif, toutes ces choses-là. Mais Exactement. aujourd'hui, on peut le faire. Et plus tard, je retire 100 ans, parce que ça, c'était ridicule ce que j'ai dit. Ça sera dans beaucoup moins d'années, c'est évident. Ce que l'on recherche, nous, à la fédération, c'est, vous l'avez dit, c'est beaucoup plus de mixité, donc on s'ouvre les yeux. Alors ça, c'est pareil, quand je dis, ben oui, vous savez que l'exécutif de la fédération, depuis quelques années, eh bien, se rend à l'exposition universelle pour voir les 180 bâtiments mondiaux qui vont se construire, pour voir ce qui se fait un peu dans tous les pays du globe. Ah, oui, l'exécutif, le comité exécutif de la fédération est allé aussi à Las Vegas pour voir, au CES de Las Vegas, ce qui se passait. Ah ben ouais, c'est bizarre, il y a plein de startups du bâtiment, on nous l'avait pas dit. Voilà. Mmh. Et françaises, et un peu tous les pays du monde, Bien sûr. coréennes, etc., et japonaises, chinoises, tout. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de startups qui bossent dans notre secteur, et ça aussi, il faut le dire, il faut l'ouvrir, et toutes ces choses-là. Quand l'an dernier, j'amène le comité exécutif aussi pareil, à Boston, chez Autodesk, ben Autodesk, ça parle à tout le monde, Revit, Bien sûr. Autodesk, le MIT, le machin et tout ça, plus justement, parce que évidemment, quand il y a un siège aussi important, autour de tout ça, des sociétés s'installent, et donc, eh bien, c'est intelligence artificielle ou pas, j'en sais rien, c'est des algorithmes, mais quand on voit la surveillance de chantier la nuit, hein, pour savoir ce qui a été fait, réalisé dans la journée, et que le matin, quand tout le monde arrive à 6 heures du mat, Exactement. il a tous ces fichiers en voyant que ce qui a été fait la veille par rapport à l'avant-veille, eh bien, on peut comparer le travail qui a été exécuté et s'il est bien fait. Alors, innovation ou pas, en tout cas, c'est une aide à la décision, et c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de gagner, tout simplement pour que les constructions euh, soient plus expertes, soient plus environnementales, que nos gars et nos filles soient, ben voilà, les monter en compétences pour réaliser des choses qui soient encore plus, j'allais dire, toujours, oui, axées sur l'environnement et puis sur le confort. Et il y a aussi un sujet sur les matériaux que je voulais aborder, c'est qu'il y a énormément d'acteurs, dans votre région, en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui, développent des nouveaux bétons, des nouveaux ciments, qui peinent à être, validés, à être, utilisés puisque pas dans la norme, justement. On revient souvent aux normes, mais c'est quand même étrange de pas voir, un pays aussi, normatif que le nôtre, dans le bien comme dans le mal, pas pousser les innovations françaises dans les nouveaux matériaux, notamment, le béton décarboné, le ciment décarboné, le ciment en argile, enfin pas mal de choses que vous pouvez aussi voir, vous au quotidien. Alors, il y en a quand même, bah, le ciment vert, le béton vert, parce que Mmh. c'est une appellation un peu générique. Enfin, il y en a quand même qui sont aussi normés hein, Mmh mh. dans la réglementation. C'est vrai, après, bon, il a fallu, alors je ne sais plus exactement au niveau de terme de délai, mais moi, il y a plus de 10 ans déjà, on a construit 2 logements individuels avec des briques de chanvre. Mmh. Voilà. Alors, c'était peut-être des expérimentations à l'époque. Ouais. Après, j'ai vu évidemment toute l'isolation avec tous les végétaux que l'on peut imaginer aujourd'hui. Mais effectivement, il faut que ça passe dans la norme, le CSTB, les normes AFNOR, et puis à Mmh l'Europe, mh. etc., etc. Ça aussi, c'est un problème
heu, dans nos départements et territoires d'outre-mer, nous on en a 8 à la Fédération du bâtiment et je suis allé, déjà, dans 6 d'entre eux. Quand en Guyane, on ne peut pas utiliser le bois sur place parce qu'il n'est pas, estampillé NF et qu'il faut le ramener en Europe, ceci, cela, ou quand on pourrait se servir dans un pays à côté plus facilement et ça coûterait moins cher de construire et en plus d'une façon quand on ne peut pas faire, de la brique en Guyane, pareil, Ouais. terre sèche et cetera parce qu'elle est pas normée et tout ça, les mecs ils disent: «Mais non, mais ça va pas, c'est encore meilleur que tout ce qui est normé». Oui, mais alors c'est des années et des Mmh. années à le faire normer et ça c'est un problème aussi, beh, malheureusement qu'on trouve aussi, sur l'Hexagone Exactement. et ça c'est idiot. Heu, on est allé trop loin aussi dans la norme. Je vous l'ai dit tout à l'heure et j'ai commencé, ça nous a élevé vers le haut, en tout cas Mmh. au niveau environnemental, ça c'est sûr. Aujourd'hui, oui, il y a peut-être aussi à dépoussiérer tout ça, à rajeunir et c'est pas forcément une question d'âge, hein, c'est dans la tête, c'est dans Ouais. l'esprit. Tous ces gens-là qui sont à la tête, de toutes ces institutions, alors là, on peut dire que oui, peut-être que certaines, sont poussiéreuses, mais on dit ça la même chose de nous. Alors vous Mmh. voyez que voilà, nous, c'est pour ça qu'on pousse, vraiment, les plus jeunes, mais pas que, ceux qui ont des idées et aujourd'hui, dans le bâtiment, je peut-être que c'est un des secteurs où ça foisonne le plus en innovation, à la fois en organisation, mais à la fois aussi en matériaux et mode constructif et ça, il faut en être fier. C'est ce que je dis tous les jours moi, hein, voilà, hein. Demain je me déplace beaucoup. Demain, je fais tous les départements français. Demain, je vais dans la Nièvre, à Nevers, et l'intervention d'une de mes collaboratrices, c'est sur l'intelligence artificielle. Mmh. Et maintenant, depuis 3-4 ans, même peut-être un peu avant, la fédération est reconnue sur l'explication à tous nos adhérents, ce que va vous apporter d'une façon concrète, avec des exemples précis. Et c'est ça qu'on veut, hein, Ouais, un c'est reportage clair. sur les réseaux ou à la télé, ceux qui regardent encore la télé, on dit: «Ouais, c'est quoi ce truc? Ouais, ça a l'air d'être génial». Non, on montre les choses Que ça soit utile, efficace sur le exactement, très sur le pratique chantier. et pragmatique et sur le chantier. Et là, je vous dis, on fait un tabac, on est demandé partout Mmh là-dessus. mh. Mais tant mieux. C'est ça aussi qu'il faut montrer à nos plus jeunes, mais à nos moins jeunes aussi. Il va me rester, une avant-dernière question. Si vous aviez un message à passer à toutes ces entreprises innovantes sur le secteur, quel, serait votre message, pour tous ceux qui font bouger le bâtiment, qui font aussi évoluer, tout ce qu'on a pu évoquer durant cet échange? Ça me rappelle aussi, notre, avant-dernière, journée de l'innovation parce qu'aussi à la fédération, maintenant depuis, 5 ans, on fait les journées de l'innovation. Voilà, moi j'avais testé ça en région avant. Et bien, c'était à Station F d'ailleurs, vous voyez? Station F, Mmh. le bâtiment Le temple à de la Station start-up. F. Non mais il y a 4 ans, 5 ans. Vous imaginez? Exactement. Déjà c'est: «Ah waouh, mais qu'est-ce que vous foutez là?» «Ah ben oui, effectivement, oui, vous êtes innovant et il y a même des start-up à la Station F». Évidemment croire, heu, en la possibilité de développer son concept, ça c'est la première des choses parce que, tout métier, surtout quand dans l'innovation, si on n'est pas motivé, si on n'est pas convaincu, par ce qu'on fait, eh beh, à un moment donné, on baisse les bras. 2, ne pas oublier de prendre des conseils par rapport aux professionnels pour savoir à quoi ça va arriver. Le concept, c'est très bien, les concepts, ça peut mener sur plein de choses. Il y a plein de gens qui ont eu des idées absolument géniales, mais finalement qui n'ont pas vu l'aboutissement, le pragmatisme et finalement, il suffisait juste d'écouter peut-être un D'aller conseil, sur le terrain, mais d'abord d'avoir des tester, ouais. grandes Mmh. oreilles et d'écouter. Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire et donc d'y aller. Donc c'est pour ça, la pugnacité, écouter les autres, cette acculturation, tout ce qu'il peut y avoir comme innovation, en relation avec son idée et puis après, être un bon commercial pour aller chercher, les financements, ça c'est sûr, ou trouver un investisseur, Mmh mh. quelquefois c'est tout simplement familial, hein, Mmh mh. voilà, ou avec, un collègue, un ami, bon, beaucoup se montent à 2, ça Mmh. commence à 2, ça finit après, quelquefois en très belles entreprises. Quelquefois ça se casse la figure, c'est pas grave. C'est l'expérimentation, C'est pas c'est grave. aussi Vous ça le savez, chantier. l'esprit britannique, ou américain, mais bon, on va pas parler de l'Amérique aujourd'hui, mais Mmh. on se casse la figure 9 fois Et on et se relève 10. la 10e fois, Mmh mh. on crée, le major de tous les majors, Ouais. dans le monde et c'est ça qui est génial.
Ouais, et puis c'est un secteur qui reçoit l'innovation, donc qui aidera aussi à faire évoluer ses idées. C'est hyper important de le mettre Et en c'est avant. pas une question de taille parce que moi j'en ai sous la main, je pense à plein là, en y pensant, à nos journées de l'innovation et il y a des entreprises, c'est plus des startups, Mmh mh. qui ont, 3-4 salariés et qui sont géniales et Mmh. qui marchent, et d'une façon extraordinaire et qui offrent aux autres, la possibilité de se développer et puis après, ils finissent à Batimat avec des grands stands et cetera et cetera Exactement. et j'en ai vu et aujourd'hui, rien que dans ma tête, je j'ai minimum une douzaine d'exemples Mmh comme mh. ça très vite. Bah, ça ne m'étonne même pas puisque j'en ai aussi, je pense, une 12 ou 15. Je vais d'ailleurs faire appel à ce que vous avez dans la tête pour ma dernière question. Moi, j'aime bien découvrir des nouvelles personnes sur ce secteur. Il y a énormément de personnes qui méritent de réveiller le BTP. Donc, si vous aviez une personne que vous aimeriez entendre à réveiller le BTP avec moi un matin, qui ça serait et pourquoi il aurait le profil pour réveiller le BTP? Alors comme je vous l'ai dit, ça pourrait être, quelqu'un qui bosse quasiment tout seul, hein, ou une toute petite entreprise et donc pour montrer à tout le monde que c'est possible, mais aussi, je pense là, voilà, à deux belles PME, avec lesquelles, ils essayent tout. La préfabrication, la numérisation, le zéro papier, mais voilà, mais partout, dans tous les secteurs, et puis cette innovation aussi. C'est une innovation aussi, la RSE. C'est-à-dire, à entraîner, à encourager, de travailler en équipe, donc avec ses salariés et à les considérer vraiment comme des personnes innovantes et ça, c'est plutôt du social et du sociétal et vous savez à quel point le bâtiment évidemment, ne pourrait pas vivre aussi avec, je le répète, c'est 1 600 000 actifs. Je crois que c'est important aussi. Heu, il fut des périodes où les patrons, étaient peut-être, pas au niveau ou en tout cas au niveau de leur époque. Je crois qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, l'accueil des jeunes, l'attractivité des jeunes et c'est ce que l'on fait. Si j'avais un ou 2 noms, je vous dirais, allez voir un candidat WorldSkills qui a eu la médaille d'or à Lyon, il y a quelques mois. Peut-être, d'ailleurs, bon, j'ai remis la médaille d'or à Axel, le plâtrier et c'était d'une fierté extraordinaire, mais Avec plaisir. aussi, Ruben en construction digitale, qui est quand même aujourd'hui le champion du monde en titre, de la construction digitale, c'est-à-dire du BIM. Mmh. C'est un Français, c'est Exactement. extraordinaire et il travaille avec un patron dans une petite boîte, il est champion du monde et Mmh mh. il a damé le sud-est asiatique, les Américains, les Anglais, tout ça. Mmh mh. C'est formidable. Je crois que ça pourrait être une Ouais. bonne idée si vous ne l'avez pas déjà fait. Mmh mh. Ça me semble être, 2 profils vraiment parfaits pour réveiller le BTP avec moi, un matin. J'hésiterai pas à les contacter et puis, bah, voilà, s'il y a des acteurs, du secteur, peu importe, la taille, peu importe d'où ils sont en France, qui veulent, venir réveiller le BTP aussi, ils pourront, en écoutant cet épisode, me contacter via les différents liens qui auront en description et en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous, Olivier Saleron. C'était un plaisir d'être reçu aussi à la FFB ici à Paris, comme on peut l'être reçu en territoire. J'espère que vous avez passé un bon moment ce matin avec moi en tout cas, cet après-midi, mais ce matin avec les auditeurs et merci encore. Merci, c'était excellent. Merci beaucoup. Et on se retrouve très, très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.